Très bien. Eh bien, donc, je vais laisser la parole à Maryse Dumas de l'Institut d'histoire sociale de la CGT, qui va nous dire comment, face au capitalisme, la CGT pense et agit un projet de transformation de la condition salariale. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Oui, alors donc, comme Jérôme vient de le montrer, la CGT, depuis sa fondation, elle s'adapte en permanence aux évolutions du salariat, et elle s'adapte aux évolutions du salariat en ayant en même temps une vision de ce qu'elle veut transformer. Et elle est appuyée depuis la charte d'Amiens de 1906 sur une démarche qui consiste à avoir deux pieds. D'une part, la défense des revendications immédiates et quotidiennes, et d'autre part, et dans le même temps, mettre cette défense des revendications quotidiennes au service d'une vision d'émancipation et de transformation de la société. Alors, ce dont je vais vous parler, ça commence dans les années 80-90. C'est l'une de mes questions personnelles, à laquelle je n'ai pas de réponse, mais peut-être nous y répondrons ensemble, ou tenterons d'y répondre ensemble. C'est à partir de quel moment, en restant dans la défense des intérêts immédiats des salariés, on se rend compte qu'on est en train de basculer dans un monde nouveau et qu'il faut envisager des perspectives de transformation dans le même sens, bien sûr, toujours anticapitaliste, mais que pour concerner les salariés, il faut les exprimer autrement. Aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, on peut identifier que la CGT voit et transforme sa vision dans les années 80, 90 et un peu au-delà, mais les contemporains, ceux qui l'ont fait, je ne crois pas qu'ils aient eu le sentiment de le faire, ils ont fait du pas à pas. Et en faisant ce pas à pas et en mettant toutes les pièces du puzzle ensemble, aujourd'hui, on peut se dire que c'était une visée de transformation très importante, aussi bien vis-à-vis du capitalisme que vis-à-vis de la CGT elle-même. Alors, pourquoi les années 80-90 ? Je vais aller vite. Je pense que dans cette assemblée, on peut se le permettre. C'est le début du néolibéralisme, c'est-à-dire le capitalisme passe de sa phase industrielle à sa phase financière, mondialisée, avec le numérique qui arrive et qui permet des conditions d'exploitation et de division du travail à l'échelle mondiale sans commune mesure avec ce qui avait pu se produire précédemment. On a tout ce qui se passe dans ces années 80-90, qui sont aussi celles de l'effondrement de l'Union soviétique, la décomposition, je ne sais pas s'il faut parler d'effondrement ou décomposition de l'Union soviétique, donc une nouvelle vision du partage du monde. Et puis en France, ce sont les années Mitterrand, ayant dans un premier temps produit des réformes positives, même si elles ne sont pas allées aussi loin que la CGT l'aurait voulu et d'autres aussi, mais qui en même temps très rapidement, c'est ce qu'on appelle le tournant libéral de 1983-1984, en fait participe de l'idée il n'y a pas d'alternative, c'était la formule de Margaret Thatcher, il n'y a pas d'alternative, il faut s'adapter et se soumettre au système et ne pas essayer et ne pas le combattre. En France, toujours dans la même période, les restructurations industrielles, ou plutôt les déstructurations industrielles commencées dans les années 70, vont bon train. C'est la disparition de millions d'emplois industriels, des filières entières qui sont démantelées, et avec cela, des savoir-faire, des qualifications qui se perdent, et puis aussi un savoir-faire syndical. Dans la période, la CGT perd de 1975 à 1995, la CGT perd 75% de ses adhérents. C'est considérable. Elle perd aussi dans son audience électorale, puisqu'elle recueillait 32% des voix aux élections pour les comités d'entreprise en 1981-82, et elle n'en a plus que 22% 10 ans plus tard. Et d'ailleurs, 10 ans plus tard, dans les années 90,
les voix qui se portent sur les non-syndiqués, dans le privé, là je parle, hein, sur les listes non syndicales, sont plus importantes que les voix qui se portent sur la CGT. Donc, il y a évidemment un énorme souci. Et le collectif militant de la CGT dans cette période, et la CGT le diagnostic comme tel, est de moins en moins représentatif du salariat. C'est-à-dire que pour les raisons que je viens de dire, les emplois supprimés, les emplois industriels supprimés, les licenciements, etc., eh bien, ceux qui restent dans la configuration syndicale, ce sont les salariés qui ont le plus de garanties en matière d'emploi, donc les salariés du secteur public ou les salariés des très grandes entreprises en emploi stable. Encore pas de toutes les grandes entreprises, loin de là. Alors que le salariat, lui, est soumis à des mesures de précarisation très importantes. Dans l'article pour la pensée, j'ai marqué flexibilité, mobilité, précarité sont les 3 caractéristiques qui se développent dans le salariat à partir des années 80-90. Hein. La première loi instituant les emplois à temps partiel dans le privé a été faite par Giscard d'Estaing en janvier 1981, juste avant de quitter le pouvoir, et elle n'a jamais été remise en cause par la gauche, qui n'a fait qu'amender, que modifier tel ou tel curseur, les heures minimales, etc. Mais par contre, les emplois à temps partiel, la gauche n'a jamais porté le fer dans la plaie là-dessus. Donc, effectivement, la CGT, elle sent qu'elle n'est plus en prise. Personnellement, ayant vécu cette période, quand j'y pense, j'ai le sentiment qu'on avait, vous savez, quand vous êtes au bord de la mer, vous avez le pied dans le sable, et puis la vague arrive, vous recouvre le pied, et votre pied s'enfonce. Voilà, c'est le sentiment. Je pense que nous avons partagé, je vois quelques têtes dans la salle, on a partagé cette période. Il fallait absolument réfléchir à comment reprendre pied et proposer une issue ou des issues. La crise, la CGT l'analyse. Alors la crise, le terme aujourd'hui est galvaudé, mais à l'époque, il est un peu nouveau. Et on analyse la crise comme la crise économique, comme n'étant pas seulement une crise économique, on l'analyse comme étant une crise du système capitaliste. Bien sûr, on voit que comme toute crise du système capitaliste, le système capitaliste, il va de crise en crise. Dire que le capitalisme est en crise ne signifie pas qu'il ne va pas réussir à trouver, à se régénérer en quelque sorte. Mais par contre, la CGT estime que le moment, qu'il est temps d'avoir des projets transformateurs. Donc, elle avance dès la fin des années 90 des propositions à la fois économiques et sociales pour le plein emploi solidaire d'une part, alors qu'on est dans une période de très fort chômage, pour une nouvelle croissance d'autre part, appuyée sur les besoins sociaux, et pour des conquêtes démocratiques enfin. Ça l'a conduit à faire un très gros travail sur la question de la revendication, pour réévaluer le rôle et la place de la revendication dans la démarche syndicale. La CGT sort d'une période où elle a eu une démarche très programmatique et où elle-même, elle estime qu'elle a trop privilégié le programme commun plutôt que ses propres programmes communs de gouvernement, par exemple signés entre les partis de gauche en 1972, plutôt que mis en avant ses propres propositions. Et donc, dans cette période où l'expérience de gauche n'a pas montré qu'elle était capable de provoquer les grands changements attendus, la CGT estime qu'elle doit redéfinir sa propre démarche syndicale, son autonomie de démarche syndicale. Et donc, elle fait un très gros travail sur la revendication pour la réévaluer. Donc, d'abord, la réévaluer comme moteur de l'action et point cardinal autour duquel s'articulent toutes les dimensions du syndicalisme. Du rapport aux salariés à leurs attentes, de la légitimité de l'organisation à son identité, de la construction des rapports de force concrets et immédiats à la perspective de rassemblements plus vastes. Et on remarque évidemment que la revendication ou les revendications sont au cœur des différentes identités syndicales françaises. On peut définir l'identité de la CGT à partir de ses revendications sur les besoins, le plein emploi, le SMIC,
ce dont je vais parler par la suite, on peut définir la CFDT à l'inverse ou FO de la même façon. Donc la revendication est au cœur des identités syndicales. Et en même temps, dans cette période où il y a un déphasage en quelque sorte par rapport à l'ensemble du salariat, la CGT réfléchit sur le fait que les revendications qu'elle porte incarnent aussi le type de salariat qu'elle veut rassembler. Je m'explique. Je suis fonctionnaire, vous le savez peut-être, je suis postière, hein, donc je le dis d'autant. Quand on dit défense du statut de la fonction publique, on concerne immédiatement les salariés sous statut de la fonction publique. Par contre, les caissières de Carrefour, les livreurs de Deliveroo, donc définir des revendications en fonction du salariat qu'on veut mobiliser, qu'on veut concerner et dont on veut qu'ils se sentent concernés par l'action syndicale est essentiel. Et deuxième caractéristique, on ne veut pas, comment dire, on veut en finir avec une vision verticale du rapport, on ne le dit pas comme ça à l'époque, c'est les mots d'aujourd'hui, hein, du rapport de la CGT aux salariés, c'est-à-dire en gros, voilà les revendications de la CGT, vous approuvez ou vous désapprouvez, mais nous, on ne bouge pas. Non, on se dit, il faut aussi qu'on modifie notre rapport aux salariés, qu'on soit beaucoup plus horizontaux, beaucoup plus démocratique. Il y a un grand travail dans la CGT de l'époque sur la démarche démocratique, démocratie interne, démocratie avec les salariés, élaboration avec les salariés, consultation des salariés. Tout un débat sur, bien sûr, consulter les salariés, mais on ne peut pas non plus faire confiance au spontanéisme. Il faut bien qu'il y ait un lien dialectique entre ce que les salariés disent, ce qu'ils veulent, leurs attentes, et ce que la CGT envisage, ce qu'elle propose, les analyses qu'elle fait. Et donc, il y a un travail qui est fait sur comment on élabore des propositions revendicatives en tenant compte de ce que veulent les salariés, mais où la CGT, tout en améliorant son rapport aux salariés, en étant plus à l'écoute des salariés, moins approuvé, désapprouvé, mais plus en coélaboration avec les salariés, mais en même temps, la CGT a sa cohérence, a sa force d'organisation, ses propositions qu'elle met en débat, pas dans le style c'est à prendre ou à laisser, qu'elle met en débat, mais enfin, elle a quand même quelques certitudes et quelques analyses. Donc, ce lien dialectique-là, entre revendication des salariés, aspiration des salariés, proposition de la CGT, comment ça s'élabore et comment ça se confronte, et en élaboration très importante dans cette période. Et c'est là que j'en arrive à la proposition phare qui découle de ces années 90, proposition au plan revendicatif, hein, je précise, parce que là, je ne développe pas les propositions que la CGT fait au plan économique, je fais ce qui m'était demandé, c'est-à-dire la proposition revendicative, donc d'envisager un nouveau statut du travail salarié. Je crois qu'on le voit bien au travers de l'intervention de Jérôme depuis, qui rappelle toute l'histoire. Le statut salarial tel qu'il est aujourd'hui, il est le fruit d'une longue construction historique. On n'a pas imaginé, personne n'a imaginé un jour, voilà ce que sera le statut des salariés et on l'applique. Non, le contrat de travail il a été acquis peu à peu, les conventions collectives ont été acquises peu à peu, et contrebalancé par des offensives patronales. Les contours du droit, on défend le Code du travail, bien sûr, parce qu'il est très attaqué, mais il ne faut pas oublier que dans le Code du travail, il y a aussi beaucoup de résultats de défaites du camp syndical vis-à-vis du camp patronal. C'est un compromis, le Code du travail, dans le résultat des luttes. Et donc, j'ai l'habitude de dire que c'est à la fin des années 90 que la CGT commence à élaborer sa proposition. En fait, je dois vous le dire, l'autre jour, en faisant des recherches aux archives de la CGT, j'ai trouvé une note qui était dans le carton du secteur juridique de la CGT qui, dès 1982, il y a une rencontre entre l'espace revendicatif, enfin à l'époque c'est le secteur revendicatif et le secteur juridique, et dans le PV de la Réunion, on voit que dès 1982, il y a l'idée le contrat de travail, ça ne suffit plus. Les conventions collectives, les employeurs les utilisent contre les salariés au lieu alors qu'elles devraient les protéger. Et il faut qu'on réfléchisse à un nouveau statut. Alors, je ne crois pas qu'ils disent nouveau statut, ils cherchent les mots hein, à l'époque. Mais en fait, c'est exactement les mêmes
préoccupations que celles qui vont nous animer à partir de la fin des années 90. Donc, je disais tout à l'heure à quel moment on commence à penser autrement. On voit qu'en fait, c'est une longue lignée. Puis à un moment donné, les choses se mettent en cohérence. Donc, la proposition de nouveau statut du travail salarié, elle est fin 90. Les groupes de travail se constituent, on y travaille vraiment très sérieusement. Elle est validée par la direction confédérale en 2001 et elle est adoptée dans ses grandes lignes au 47e congrès confédéral en 2003. Et elle est depuis sans cesse confirmée et enrichie de congrès en congrès. Alors, il s'agit d'une refonte complète. Hein, c'est-à-dire, c'est un projet complètement nouveau. Aujourd'hui, le contrat de travail fait que le salarié est dans un lien de subordination vis-à-vis de l'employeur et que les droits dont va bénéficier ou pas le salarié dépendront de la nature de l'employeur. Mais c'est aussi les employeurs qui décident du champ des conventions collectives. Donc, le contrat de travail qui est censé être protégé par les conventions collectives, il dépend toujours de l'employeur, puisqu'on voit que les employeurs, au fur et à mesure des années, notamment dans toute cette période 80-90, ils vont faire éclater les conventions collectives. On a aujourd'hui des conventions collectives qui ne concernent que quelques dizaines, voire quelques centaines de salariés, mais qui, par contre, sont dominées par le grand groupe. Si vous prenez la convention collective des grands hôtels, c'est le groupe Accor. Si vous prenez la convention collective de la restauration rapide, c'est McDo. Et donc, vous avez l'apparence de la convention collective, mais en fait, c'est le grand groupe donneur d'ordre qui impose son contenu social et ça va se répercuter sur la nature du contrat de travail du salarié, auquel on rajoutera des différences selon qu'il s'agit d'une petite ou d'une grande entreprise. Mais ça, le salarié, il n'y est pour rien. Il ou elle peut avoir la même qualification, travailler la même ancienneté, en fait, tout ce que vous voulez, travailler dans 2 entreprises différentes, tous les droits seront différents, depuis le salaire jusqu'à la durée du travail, jusqu'à la protection sociale complémentaire, etc., retraite, etc. Donc, voilà, la CGT, on décide de s'attaquer à ça et on se dit, il faut inverser la mécanique. Il faut définir des droits qui appartiennent à la personne du salarié. Donc, de son entrée dans la vie active à sa retraite, il faut que chacune et chacun sache à quoi il ou elle a droit. Et que quand on change d'employeur, puisque la vie d'aujourd'hui, c'est de changer d'employeur, hein, tout le monde le sait, soit parce que les employeurs le veulent, soit parce que les salariés le demandent, je pense que ce qu'on voit dans l'actualité en ce moment le montre, eh bien, au lieu que toute sa situation soit remise à zéro, comme c'est le cas actuellement, eh bien non, il ou elle a acquis des droits dans ses emplois précédents. Ces droits doivent être reconnus par la nouvelle entreprise dans laquelle il ou elle entre. C'est ce qu'on appelle la transférabilité des droits. Et par rapport à ça, eh bien, il faut concevoir un nouveau service public de l'emploi et de la formation qui ne soit pas aujourd'hui le service de l'emploi, qui n'est plus un service public, mais le service de l'emploi est tourné vers les demandeurs d'emploi. Dans la proposition de la CGT, c'est un service public tourné vers tous les salariés, ceux qui sont en emploi, ceux qui sont en perte d'emploi, ceux qui sont en transition entre 2 emplois. Ce service public de l'emploi étant chargé de les soutenir et de la formation, étant chargé de les soutenir précisément pour connaître leurs droits, assurer la transférabilité des droits, en particulier les droits à la formation professionnelle, et leur permettre de rebondir, d'acquérir de nouvelles qualifications, que ce soit parce que leur emploi est supprimé, qu'ils subissent le chômage, ou parce qu'ils ont envie de changer, ils ou elles ont envie de changer d'entreprise, de métier, de filière, etc., etc. Un support à cette vision des mobilités. À cela, nous ajoutons, alors là, le terme est très connu, la sécurité sociale professionnelle. La sécurité sociale professionnelle, eh bien, c'est en gros copier sur la sécurité sociale de la santé, c'est-à-dire c'est une sécurité sociale à laquelle on cotise et qui nous assure, et les entreprises aussi, pas seulement les salariés, et qui nous assure, lorsque notre emploi est supprimé, le maintien de notre salaire et de notre contrat de travail jusqu'à ce qu'un nouvel emploi nous soit proposé, d'au moins même niveau de salaire, de qualification et acceptable par la personne du salarié qui, disposant de droits, évidemment, sachant la situation.
Et cette sécurité sociale professionnelle, nous prévoyons des cotisations mutualisées des entreprises, mutualisées soit au niveau du bassin d'emploi, soit au niveau de la branche, parce que notre idée, c'est que, si vous voulez, actuellement, les entreprises cotisent pour le chômage. Mais quand elles mettent des salariés au chômage, ça ne leur coûte pas plus cher. Au contraire, même, elles font des économies puisqu'elles ne cotisent plus. Non seulement elles ne payent plus le salaire, mais elles ne cotisent plus. Et nous, notre idée, c'est que les cotisations des entreprises soient calculées de telle façon que les entreprises aient plus intérêt à embaucher ou à embaucher des chômeurs ou à maintenir l'emploi qu'à les virer. Il faut que les entreprises continuent à cotiser lorsqu'elles sont responsables. Il faut qu'elles soient responsabilisées vis-à-vis du chômage, alors qu'actuellement, elles sont déresponsabilisées. Et c'est la solidarité nationale et la solidarité propre des salariés, d'ailleurs, par leur cotisation à l'assurance chômage, qui fait office. Alors, c'est donc cette partie-là qu'on appelle sécurité sociale professionnelle le terme était très bon, donc il a été très repris et galvaudé. Il a été repris par Chirac dans sa campagne présidentielle, il a été repris par François Hollande dans la sienne, et ça n'avait plus grand-chose à voir avec ce que propose réellement la CGT, mais plutôt que d'être un peu à l'arrière-garde en disant « mais non, c'est pas ça, mais non, c'est pas ça », on les a laissés en parler parce que du coup, ça nous permettait, nous, de dire « voilà quel est notre projet bon. ». Et puis, c'est revenu d'ailleurs dans la campagne de 2022, comme quoi, voilà, il y a un filon. Alors justement, quelle démarche syndicale pour ça, hein? C'est un projet tellement… Alors, chaque fois depuis le début, chaque fois que j'ai présenté ce projet, y compris dans la CGT, j'ai toujours eu en même temps deux réactions. Les uns disant c'est réformiste et les autres disant c'est révolutionnaire. Bon, alors, ça, moi, je ne sais pas si c'est l'un ou l'autre, c'est les luttes qui déterminent. Ce qui est sûr, c'est que c'est un projet de transformation fondamentale. Ce n'est pas du détail. Donc, c'est tellement fondamental qu'on peut se dire oui, mais vu le rapport de force actuel, on n'y arrivera pas. Alors, nous avons une démarche syndicale qui permet de construire ce projet et de le construire précisément en pas à pas. C'est-à-dire, si on dit droit attaché à la personne du salarié, ça veut dire que, par exemple, un ou une salariée qui commence un CDD, son cumul de droits doit commencer avec son premier jour, sa première heure de travail. Et donc, droit à l'ancienneté, à la progression de salaire, à la reconnaissance de la qualif, etc. Donc, voilà quelque chose qu'on peut discuter dans les luttes concrètes avec les salariés qui sont pourtant les plus précaires. Si on est dans la fonction publique, par exemple, prenons les hôpitaux. Eh bien, on peut imaginer que les salariés à qualification égale de l'hôpital comparent leur salaire et leurs droits aux salariés de même qualification des cliniques privées et qu'on aligne des revendications vers le plus haut. L'idée, c'est pas de concurrence entre les salariés, même s'il y a concurrence entre les boîtes, parce que les boîtes, elles s'appuient, enfin, elles transfèrent la concurrence entre elles sur la situation des salariés, de façon à les payer le moins possible, etc. Nous, on inverse la mécanique, la concurrence entre les profiteurs peut-être, mais pas au détriment du travail. Le travail doit monter. Donc, on peut avoir une démarche de comparaison. Et il ne faut pas croire que le statut de la fonction publique soit toujours meilleur que les droits du privé, notamment dans les droits, l'hygiène et la sécurité, les comités d'entreprise autrefois, parce que ça a beaucoup changé, mais la possibilité d'intervenir sur un certain nombre de critères de gestion, etc., n'existe pas dans la fonction publique, ou très peu, parce qu'il y a toujours le pouvoir d'État face à soi, alors que dans le privé, il y a des droits plus directs pour les salariés. On est en débat sur le droit de grève, on va voir les développements, mais bon. Et donc, prenons les entreprises sous-traitantes. Alors, je pense qu'il va en être question un petit peu après par rapport à la lutte dans les hôtels. Mais qu'est-ce qui justifie que les salariés des entreprises sous-traitantes aient un moins bon traitement que les entreprises des donneurs d'ordre? D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a réfléchi à notre démarche. On a eu un gros conflit à Saint-Nazaire. Saint-Nazaire, il construisait le Queen Elizabeth II à l'époque, hein, les grands paquebots. Il y avait le groupe Alstom
Et il y avait autant de salariés sur le site dépendant des entreprises sous-traitantes que du groupe Alstom, et ils travaillaient sur le même navire. Sauf que le niveau des droits entre les salariés du groupe Alstom et les salariés des entreprises sous-traitantes, c'était le jour et la nuit. Et donc, il y a eu des grèves des salariés des entreprises sous-traitantes, et c'est eux qui ont dit même site, même statut. C'est-à-dire l'idée, on doit avoir accès au parking, on doit avoir accès aux chaussures de sécurité, à tous les vêtements de sécurité, à la restauration, etc., etc. Et de là, vous avez une mine de revendications qui part sur cette idée, cette volonté d'égalisation des droits. Et c'est tout à fait la démarche que la CGT préconise pour parvenir à ce nouveau statut salarial. C'est donc, pour nous, je vous parlais tout à l'heure de la revendication, du rapport entre les aspirations des salariés et la façon dont la CGT appréhende la situation. Bien, pour nous, le nouveau statut du salarié, le nouveau statut de travail salarié, c'est la vision une vision cohérente, un cadre que l'on offre pour la construction des revendications dans les boîtes, dans les professions, dans les bassins d'emploi, et aussi dans les négociations de niveaux divers et variés où nous pouvons être amenés à aller, dans nos relations intersyndicales. Au fond, quand on ne sait pas si on doit prendre tel ou tel aspect de cette façon ou de l'autre, eh bien, se référer à la colonne vertébrale que constitue la proposition de la CGT, ça permet d'avancer dans le même sens et donc de construire des convergences qui, avant d'être des convergences de lutte, sont des convergences revendicatives, c'est-à-dire aller tous dans le même sens, aspirer tous à la même chose. Simplement un mot, ça apparaît très, très loin et très haut, mais par exemple en 2008, la négociation dite de modernisation du marché du travail, que la CGT n'a pas signé. Au final, la CGT n'a pas signé l'accord. Il a débouché sur la création de la rupture conventionnelle. Enfin, il y a eu plein de choses qui ont fait que nous n'avons pas signé. Mais n'empêche, nous avons réussi à faire intégrer dans l'accord l'une des idées du nouveau statut du travail salarié, c'est-à-dire que chaque salarié doit avoir la garantie qu'entre son début de carrière et sa fin de carrière, il doit avoir au moins doublé son niveau de salaire et monter d'un niveau de qualification, même s'il change d'emploi. Ça a été intégré dans l'accord. C'est aujourd'hui dans le Code du travail. Qu'on s'en serve ou qu'on ne s'en serve pas, c'est une autre chose. Mais ça montre que même dans un cadre de rapport de force très défavorable, on peut, quand on a quelques idées claires, on peut arriver à marquer des points. Alors, je vous le disais, les réactions sont très contrastées. Elles l'étaient dès le début et elles le sont toujours aujourd'hui. Je trouve que les réactions sont toujours les mêmes, en fait. Vous me direz, c'est normal. Pour l'instant, la situation n'a pas changé de tendance globale. Donc, je vous ai dit réformiste ou révolutionnaire. L'idée d'un slogan, ça, c'est un risque. Ça devient un slogan vide de sens, c'est-à-dire que vous lisez les tracts de la CGT, vous voyez nouveau statut, enfin les initiales de nouveau statut de travail salarié, donc NSTT, NSTS, et puis SSSP pour sécurité sociale professionnelle. Et puis bon, quand on dit ça, on n'a rien dit, quoi. C'est pas du tout ça. À la limite, on n'en a rien à faire que le mot nouveau statut de travail salarié ou le mot sécurité sociale professionnelle ne figure pas dans le tract, si dans le tract il y a des revendications, des propositions concrètes qui vont dans ce sens. Mais ça, c'est un travail qui suppose un travail revendicatif, un travail de formation et puis un travail politique. Parce qu'en fait, nous sommes dans une situation où on en prend plein la tête. Et comme on en prend plein la tête, on se dit « Oh là là, ça c'est trop élevé, c'est impossible. Voyons déjà comment on empêche la suppression d'emplois ou comment on empêche la remise en cause. » Sauf qu'il faut se demander si on est plus fort. On voit bien que dans les luttes de défense, on est de moins en moins nombreux. Et peut-être qu'au contraire, la situation d'aujourd'hui, enfin moi je le pense profondément, la situation d'aujourd'hui, elle appelle un esprit de conquête, c'est-à-dire de proposer un monde nouveau et à partir de là, rassembler des forces que nous ne rassemblons pas, au moins en ce moment. Alors donc, le premier recueil récurrent, c'est la question du rapport de force, je viens d'en parler. Le deuxième, évidemment, c'est une approche confédéralisée.
Ça suppose donc d'avoir des articulations entre les différentes structures qui, comme Jérôme l'a montré, pour l'instant, l'entreprise sous-traitante, elle n'est pas forcément syndiquée dans la même fédération que l'entreprise du donneur d'ordre parce que ce n'est pas la même convention collective. Sauf que dans la proposition de la CGT, par exemple, si on veut faire un statut des travailleurs du rail, eh bien, on va mettre des cheminots de la SNCF d'aujourd'hui, mais aussi des salariés d'entreprises sous-traitantes, voire concurrentes. Si on veut faire un statut de l'énergéticien, c'est la même chose. Et ça suppose des coopérations entre des syndicats et des structures qui ne sont pas forcément affiliées à la même fédération de la CGT. Et bon, actuellement, on est quand même dans une période un peu de repli sur soi qui nuit à ça. Mais justement, la période de repli sur soi ne nous aide pas à changer le monde. Donc, il faut en sortir. Il faut essayer de... Voilà. Et puis, l'autre, les problèmes, dans les problèmes récurrents, les écueils permanents, c'est la question politique. Donc, le rapport au politique, ou plus exactement, le rapport au changement politique. Nous sommes un pays qui est très marqué par l'idée que le changement politique, c'est d'abord le changement de gouvernement. Et l'histoire de la CGT, elle est imprégnée de ça. Et dans les rapports que la CGT a avec les partis politiques, on sent cette prééminence, on le voit bien, les élections, au moment des élections politiques, bien. Or, la démarche qu'on propose avec le nouveau statut de travail salarié, c'est une démarche autonome, est exagérée, mais quand même, c'est une démarche syndicale qui part du travail, qui veut transformer le travail et qui, transformant le travail, participe à transformer la société. Ce qui ne veut pas dire que la CGT soit indifférente aux échéances politiques, mais ça les place autrement. Ça les place dans un autre contexte et dans un autre rapport. Et bon, ça, ça coince un peu aussi, quoi. Ça mérite des débats. Voilà. Et donc, j'en termine sur un point, c'est qu'au travers de tout ça, il y a une question qui est sous-jacente mais permanente, c'est la question de la place du travail et de la place du travail salarié. Alors, il y a un débat qui rebondit actuellement, tant mieux, la CGT se félicite de, quelle que soit la façon dont il arrive, bien, mal, est-ce que tout est compris? Non, c'est pas grave. Ce qui est sûr, c'est qu'on débat du travail, enfin, et on en débat politiquement. Voilà. Et donc ça, pour une organisation comme la nôtre, Confédération Générale du Travail, qui arrime sa démarche sur la centralité du travail, c'est quelque chose de fondamental. Le travail est essentiel. Le travail, c'est toujours lui qui produit les richesses. Le problème, c'est qu'elles sont accaparées par les profiteurs, mais il faut donc les rendre au travail. Nous militons pour la réduction de la durée du travail, bien sûr, mais nous ne faisons pas partie de ceux qui pensent que le travail, c'est fini, ou qu'il n'y en aura plus besoin. Et nous ne faisons pas partie non plus de ceux qui disent le seul moyen de se libérer du travail, c'est de travailler le moins possible. Nous sommes sur l'idée, il faut réduire la durée du travail parce qu'on a besoin de liberté, parce que les techniques le permettent, parce que la productivité le permet, mais en même temps, nous voulons changer le travail. C'est-à-dire, nous voulons que les salariés puissent intervenir sur le sens et les finalités de leur travail pour faire du travail l'un de notre premier bien commun ou bien social. Et pour qu'ils puissent le faire, pour qu'ils et elles puissent le faire, il faut qu'ils et elles aient des droits, d'où la proposition de nouveau statut du travail salarié.